to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un livre aujourd'hui, un livre qui s'intitule Ciné Ukraine et comme sous-titre Histoire avec un S entre parenthèses, Histoire d'indépendance, édité chez Warman. Je les salue d'ailleurs, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et c'est écrit par Anthelme Vidot, qui est là aujourd'hui pour nous en parler. Et je suis vraiment très, très content. Et tout d'abord, comment allez-vous? Le livre est sorti, je crois, début novembre 2023. Comment on se sent après avoir écrit un livre de ce genre? Écoutez, très bien, merci beaucoup. Merci déjà pour cette invitation à en parler. Écoutez, ça va bien. Le livre est sorti il y a bientôt 2 mois. J'ai eu l'occasion de le présenter au cours du mois de novembre en France, dans plusieurs villes. Des projections de films que je mentionne dans l'ouvrage. Et ça s'est bien passé, les gens étaient intéressés. Ce livre, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire il y a un peu plus de 2 ans. Je venais de quitter l'Ukraine, j'ai vécu 9 ans en Ukraine, entre 2011 et 2020, et je ressentais le besoin de laisser une trace de tout ce que j'avais pu voir durant ces 9 années, et notamment cette renaissance d'un cinéma qui a une grande histoire, puisque le cinéma ukrainien a donné des films très importants. On peut penser aux films d'Alexandre Dovzhenko, de Dziga Vertov, de Kira Muratova, entre autres. Et cette histoire s'est un peu interrompue. Il y a eu une sorte d'hibernation au moment après l'indépendance politique de l'Ukraine en 91. Pendant presque 20 ans, la production s'est arrêtée. Le système de production de studios hérité de l'époque soviétique s'est effondré. Et entre 91 et le début des années 2010, assez peu de films ont été produits. Et puis, au début des années 2010, l'État commence à réinvestir de l'argent, la production repart petit à petit, et juste à ce moment-là arrive Maïdan, 2013, et toute une génération de jeunes cinéastes commence à filmer ce réel qui s'impose dans la société ukrainienne. Donc voilà, enfin, ça c'est le point de départ de mon livre 2013. Moi j'étais en Ukraine à ce moment-là, et j'ai été un peu aux premières loges, à la fois d'abord comme attaché audiovisuel à l'Institut français, puis ensuite au Festival d'Odessa, où j'ai travaillé pendant 7 ans, de cette renaissance-là. Donc je trouvais que c'était important de faire connaître cette histoire, de faire connaître ces films, ces réalisateurs, qui sont assez méconnus en France. Vous connaissez un petit peu le cinéma ukrainien quand vous avez commencé à travailler en tant qu'attaché audiovisuel? Très peu, très peu. J'avais vu Les Chevaux de Feu, Ouais. mais je vous avoue qu'à l'époque, je l'associais même pas spécialement au cinéma ukrainien. Pour moi, c'était un film soviétique. Et c'est un film de production soviétique, effectivement, mais c'est aussi un film très important pour le cinéma ukrainien. Il a été tourné en ukrainien et même en dialecte Outsoul, qui est un dialecte de la région des Carpates, des montagnes ukrainiennes. Et c'est considéré comme un des films les plus importants du cinéma ukrainien. Il a même été élu le film numéro 1 parmi les 100 films qui ont fait l'histoire du cinéma ukrainien. Donc, à part ce film-là, je ne connaissais presque rien. Un petit peu, oui, Sergueï Loznitsa, qui est effectivement un cinéaste ukrainien, mais qui n'a pas fait que des films ukrainiens. Mais sinon, c'était un peu une zone grise, non seulement pour le cinéma, mais même en général pour moi. J'ai découvert un pays absolument fascinant, avec une culture très riche, et qui en plus, évidemment, s'est retrouvé propulsé dans les tourbillons géopolitiques qu'on connaît, à partir de 2013, avec la révolution de Maïdan, ensuite l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass. Tout ça a façonné de nouveaux récits dont le cinéma était un peu aux avant-postes. On peut dire que le cinéma a vraiment participé de cette
redéfinition de l'histoire du pays, un peu en rupture avec le monde russe, qui réinterroge aussi qui a réinterrogé tout l'héritage soviétique. Alors c'est pour ça qu'il y a un des chapitres du livre que vous avez intitulé Fabrique de récits. Pour vous, c'est assez important d'expliquer que pour le coup, le cinéma a vraiment bien joué son rôle de sismographe. Absolument, absolument. Et plus dans cette recherche de nouveaux récits, le cinéma a vraiment joué un rôle, à la fois à travers les films, bien sûr, puisque les films proposent de nouveaux récits, que ce soit le cinéma d'auteur ou le cinéma commercial. D'ailleurs, c'est pas simplement le cinéma d'art-essai, mais le cinéma commercial aussi, notamment les films de guerre, les films historiques ont vraiment participé de cette recherche de nouveaux héros, de nouvelles figures. Mais également, les cinéastes eux-mêmes se sont portés, pour certains, en première ligne dès 2014. Certains de ces cinéastes, et particulièrement les documentaristes, le documentaire ukrainien a été à l'avant-garde de tout ce qui s'est passé, et a été vraiment en prise directe avec tous ces bouleversements qui ont secoué l'Ukraine. Et beaucoup de cinéastes sont allés filmer ce qui se passait sur le front du Donbass. Certains ont même pris les armes et continuent de le faire aujourd'hui depuis février 2022, depuis l'invasion à grande échelle lancée par la Russie le 24 février 2022. Et tous ces cinéastes qui sont souvent jeunes, en tout cas ceux que j'interroge dans mon livre ont entre 30 et 40 ans, sont vraiment dans cette démarche on peut dire de rupture avec l'héritage soviétique, ou du moins de le réinterroger, parce que certains ne nient pas, bien sûr, que l'Ukraine a fait partie de l'URSS, et que faire passer table rase peut parfois aussi être questionné. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, le cinéma, comme d'ailleurs la littérature, la musique en Ukraine, a joué un vrai rôle de vigie et a été aux avant-postes de tout ce qui s'est passé dans la société ukrainienne, au niveau politique, culturel, linguistique aussi, puisque c'est un cinéma qui parle de plus en plus ukrainien, alors qu'il a longtemps été russifié de force. Donc c'est toutes ces questions qui ont trait aussi à une forme de décolonisation par rapport au monde, à ce qu'on connaît comme le monde russe et à l'influence de Moscou. Le cinéma l'a vraiment intégré, et sous toutes ses formes, à la fois documentaire, dans la fiction, dans l'animation, dans l'expérimental. Et j'essaie de faire un inventaire un petit peu de tous ces bouleversements à travers le cinéma. En tout cas, c'est vraiment un livre, et je le dis sans flagornerie, vraiment, c'est un livre remarquable et très frustrant. Mais ça, on en a un peu parlé hors caméra. Je suis obligé de l'évoquer, et en même temps, vous saviez que c'est quelque chose qui est qu'il fallait en parler. C'est un livre important parce que vous prenez vraiment le temps, pour le coup, de retracer, et ça on va en parler aussi, d'où vient ce cinéma-là, cette cinématographie, ce qu'elle a donné par étapes, par décennies, par période. Vous vous intéressez aussi, et ça c'est très important, à tout ce qui concerne l'économie de ce cinéma, donc la distribution, les différentes politiques. Et puis ensuite, vous essayez de comprendre ça dit quoi, ce cinéma-là. Et puis après, il y a des conversations plutôt avec des 10 cinéastes. Et avant cela, il y a, vous donnez une liste de 10 films, si je me trompe pas, 13 films sur, parce que je dis 10 parce que c'est une décennie, 13 films sur une décennie, entre 2014 et 2023. Et là, moi, je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que là, j'ai la plupart non, pas la plupart, pratiquement, tous les films, pratiquement, je les ai pas vus. Mais, donc, question peut-être pas très analytique, je l'avoue, mais
il y a des actrices, acteurs, des cinéastes qui parfois font des films dans des pays où il n'y a pas d'industrie. On leur pose souvent la question, mais vous faites des films pour un peuple qui certainement ne verra jamais votre film. Moi, j'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit lorsqu'on se lance dans l'écriture d'un ouvrage important, en citant des films, on n'est pas sûr que ces films-là soient vus. Prenons par exemple le public français. Comment on peut écrire de cette manière-là? Ça m'intéresse beaucoup, cette cuisine interne en tout cas. Ouais, c'est une question très intéressante que je me suis posée aussi, bien sûr, puisque vous avez raison. La plupart des films dont je parle n'ont soit pas été montrés en France, soit de manière assez confidentielle. Dans les 13 films que j'ai choisis dans la partie analyse sur les 13 films importants d'une décennie, j'en évoque d'autres, bien sûr, mais je fais un focus sur ces 13-là. Très peu ont été distribués. Il y en a quelques-uns quand même. Il y a The Tribe de Miroslav Slonimsky qui avait été distribué. Il y a La Terre est bleue comme une orange d'Irina Tsillik qui a aussi été distribué en juin 2022. Et l'avant-dernier de la liste, c'est Le Serment de Pamphire, qui a eu droit aussi à une distribution en salle à l'automne dernier, à l'automne 2022 plutôt. Mais oui, effectivement, c'est une vraie question. Comment écrire sur des films dont la plupart des gens n'ont pas pu voir. C'est aussi pour pour tenter de donner envie de voir ces films que j'ai écrit ce livre, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup tout ce que j'ai pu voir pendant ces presque 10 années que j'ai passées là-bas. Il faut savoir que les Ukrainiens eux-mêmes se sont longtemps posé la question de savoir si le cinéma ukrainien avait vraiment recommencé à exister, puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait presque plus de films qui étaient produits à l'orée des années 2010, et c'est reparti tout doucement. Moi, au Festival d'Odessa, j'ai pu voir la façon dont le public ukrainien commençait à se connecter à ce cinéma-là. Les salles se remplissaient peu à peu, d'abord avec des courts-métrages, puis ensuite avec les films de fiction, les longs-métrages, les documentaires aussi. Et finalement, avant la guerre, avant l'invasion par la Russie, on est arrivé en Ukraine à un point où le cinéma ukrainien commençait à vraiment remplir les salles. À la fois le cinéma commercial, mais aussi le cinéma d'auteur. Et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, même si la situation est évidemment très compliquée par la guerre, mais les films ukrainiens ont battu des records en 2023. Il y a un film qui s'appelle Dovbush, qui sera peut-être distribué en salle en France, qui est une sorte de film de KPDP, un Robin des Bois ukrainien qui a fait plus de 500 000 entrées en Ukraine, ce qui, pour l'Ukraine, est énorme. Des comédies qui ont très très bien marché aussi. Et donc, voilà, c'est un cinéma c'est une industrie qui s'est vraiment restructurée, qui propose un cinéma, alors bien sûr inégal, tout n'est pas bon, la question n'est pas là, mais qui dans cette nouvelle génération d'auteurs ukrainiens, a quelque chose de très intéressant, c'est que ce sont des films extrêmement hétéroclites, très différents, qui proposent un regard extrêmement singulier sur l'Ukraine, à travers des formes, des sujets, des points de vue très variés. Et c'est aussi ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que c'est une nouvelle vague, bien sûr le terme est galvaudé, mais ou un nouveau cinéma qui comment dire, qui ne suit pas une école, qui ne suit pas un leader qui viendrait imposer une thématique ou une façon de faire, mais qui, comme le dit une des cinéastes que j'interroge, fonctionne quasiment comme un archipel de cinéastes, de films très autonomes et très singuliers, très, très personnels à chaque fois. Donc, moi, je voulais faire connaître ce cinéma-là, tout simplement. Et si des lecteurs qui liront le livre sont intéressés par les films et peuvent en voir ne serait-ce qu'un ou deux ou cinq ou plus, ce serait déjà une très belle chose. Certains de ces films sont disponibles sur certaines plateformes. Je pense à Mubi, je pense à Tunk, pardon. Il y a aussi une plateforme de VOD ukrainienne qui s'appelle Takflix,
qui est disponible à partir du monde entier. Alors, certains des films ukrainiens qui sont sur cette plateforme sont géobloqués sur l'Ukraine, mais beaucoup ne le sont pas et sont visionnables depuis le monde entier avec des sous-titres anglais. Il y a de tout, vraiment. Il y a du court-métrage, il y a de l'animation, il y a du documentaire, de la fiction. Il y a aussi donc, il y a des films récents et aussi moins récents, des classiques du cinéma ukrainien, le film de Yuri Ilyenko notamment. Donc, ces films sont tout de même visibles, visionnables quelque part. Et j'espère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles ont été les étapes de cette cinématographie-là? Ouais, depuis le début, vous voulez dire, depuis oui, bien évidemment, depuis le début avec Vertov, avec tous ces gens-là, et de comprendre un peu comment ça a évolué en fait. Alors, on peut distinguer plusieurs périodes dans le cinéma ukrainien, mais disons que les deux périodes les plus connues, c'est les années 20, donc période du cinéma muet, qui est connue sous le terme de la Vuvku. La Vuvku, c'est la direction pan-ukrainienne du cinéma et de la photographie. C'était une sorte de studio centralisé qui regroupait toutes les activités cinématographiques en Ukraine et qui était basé à Odessa. Donc Odessa était la capitale du cinéma de l'Ukraine soviétique. Et ces studios ont attiré des cinéastes parmi les tout meilleurs de l'époque, que ce soit Oleksandr Dovzhenko, qui a fait un film mythique que beaucoup de monde connaît, qui s'appelle La Terre, en 1930, mais il en a fait beaucoup d'autres, brillantissimes, Arsenal par exemple, et d'autres. Dziga Vertov, évidemment, avec L'homme à la caméra, La symphonie du Donbass, entre autres. Alors Dziga Vertov n'était pas, contrairement à Dovzhenko, il n'était pas ukrainien, il est né en Pologne, mais la Pologne qui faisait partie de l'Empire russe à l'époque. Mais il a fait tous ces films importants dans ce studio-là, qui était un studio ukrainien, soviétique, mais d'Ukraine soviétique. Et donc cette période-là, évidemment, avec Dovzhenko, avec Vertov et d'autres, parce qu'il y a aussi d'autres cinéastes extrêmement importants, comme Ivan Kavaleridze, Mykola Shpikovsky, qui sont peut-être moins connus dans nos contrées, mais qui sont également extrêmement brillants, ont vraiment révolutionné, on peut le dire, le cinéma soviétique de l'époque, formellement, à travers une redéfinition de ce qu'était le montage, notamment, dans le cas de Vertov. Et c'est une période extrêmement brillante qui a été interrompue par Staline dans les années 30, assez brutalement. Le deuxième âge d'or, on pourrait dire, du cinéma ukrainien, c'est les années 60-70, avec ce qu'on connaît sous le terme de cinéma poétique ou d'école poétique de Kiev, et dont le coup d'envoi a été donné par le film culte de Sergei Parajanov, Les Chevaux de Feu, en 1965. Et suite à ce film, un certain nombre de cinéastes ukrainiens proposent un regard qui tranche très nettement avec le réalisme socialiste, donc en proposant des expérimentations formelles, en s'inscrivant vraiment en rupture avec une forme de propagande, on peut dire. Je pense à des cinéastes comme Yuri Ilyenko, qui a été le chef opérateur justement des Chevaux de Feu, qui a fait des films extrêmement brillants, notamment La Nuit de la Saint-Jean, L'Oiseau blanc marqué de noir, qui a été un des grands représentants de ce courant-là, Léonid Ossika avec la Croix de Pierre et d'autres. Donc voilà, ça c'est les années 60-70 et c'est une période très importante et cruciale pour le cinéma ukrainien. Et ensuite, donc il y a des cinéastes qui apparaissent comme ça, comme Kira Muratova, comme Roman Balayan, qui proposent aussi un cinéma assez critique, un regard acéré sur la société soviétique, sur ses conventions, une forme de diagnostic de l'homo soviéticus, et qui sont des cinéastes très importants. Et puis ensuite, on arrive dans les années 80, la perestroïka, fin des années 80, début des années 90. Donc, juste au moment où l'URSS commence à s'effriter,
Et une génération très intéressante de cinéastes ukrainiens apparaît à ce moment-là, avec des films très libres aussi, vraiment très novateurs et assez forts, comme alors Igor Minaïev, qu'on connaît peut-être un petit peu plus en France parce qu'il a ensuite, après ces films ukrainiens, tourné en France, notamment avec Isabelle Huppert, L'Inondation, Andrei Donchik et d'autres. Et cette génération de cinéastes va voir ses ailes coupées par la chute de l'URSS en 91, puisqu'ils ne pourront plus, ou presque plus tourner après cette date, suite à l'effondrement du système de production soviétique. Donc voilà, en gros, c'est ces différentes périodes, les années 20, les années 60, 70, et puis ensuite, dans les années 80, 90, une génération un peu, enfin, ce qu'on peut qualifier de génération perdue du cinéma ukrainien, qui était pourtant très prometteuse. Et à partir de 2013, donc, ce qu'on pourrait appeler la génération Maïdan, même si les Ukrainiens eux-mêmes n'aiment pas trop ce terme, qui prend le relais, qui reprend le flambeau d'une histoire qui a été interrompue. Quand on lit le livre, et souvent vous en parlez de cela, on a l'impression que les films ukrainiens, enfin la cinématographie ukrainienne, son objectif premier, c'était de montrer aux Russes, souvent à la Russie, et puis aux autres, qu'elle existe. Il y a ce rapport à l'existence, et ça, vous l'évoquez souvent, vous précisez même souvent. Oui, tout à fait. Alors, pour la génération d'aujourd'hui, c'est absolument clair, comme de l'eau de roche. Effectivement, le cinéma est une manière de montrer qu'on existe, notamment le cinéaste Nariman Aliyev, qui est originaire de Crimée. Le cinéma est vraiment une manière pour ces cinéastes-là, et Nariman Aliyev le dit dans l'entretien, il le dit dans ces termes, de montrer que nous existons. Puisque l'histoire de l'Ukraine a très longtemps été racontée par les Russes eux-mêmes. Et évidemment, toute une série à tous les niveaux de la société, en fait, le récit, la langue, tout a été confisqué par la Russie. Et donc, Nariman Aliyev, qui est en plus un cinéaste très intéressant, puisqu'il fait partie de la minorité tatare de Crimée, donc la population autochtone et musulmane de la péninsule de Crimée, fait un film en 2019 qui s'appelle En terre de Crimée, qui a été présenté au Festival de Cannes, et qui est en plus tourné en langue tatare de Crimée, qui est une langue turcique. Et pour lui, qui ne parle pas cette langue lui-même, puisque les Tatars de Crimée ont été déportés par Staline, leurs droits ont été complètement niés pendant des décennies. Pour lui, c'est vraiment une façon vraiment d'affirmer son existence et de dire nous sommes là et nous parlons à travers ce cinéma pour dire que nous sommes là et que nous existons. Et tous les cinéastes que j'interroge dans le livre disent en substance la même chose. C'est vraiment le cinéma devient une arme en quelque sorte. Et certains d'ailleurs se posent littéralement la question de savoir si cette arme-là est suffisante, notamment pour faire face à la Russie sur le front. Est-ce que, notamment, je pense à une cinéaste documentariste qui s'appelle Alisa Kovalenko, qui a pris les armes littéralement au moment où la Russie a déclenché son offensive en février 2022, et qui s'est dit, pour moi, la caméra ne sert plus à rien finalement dans ces moments-là, puisque c'est de notre existence dont il s'agit, et on ne pourra pas défaire la Russie avec les caméras. Donc c'est à différents niveaux, tous ces dilemmes, ces questionnements traversent vraiment toute la société ukrainienne évidemment, et les cinéastes aussi. Comment ces films-là, que cela soit les courts-métrages dont vous consacrez un chapitre important, parce que c'est très important les courts-métrages, surtout dans cette cinématographie-là, comment cette cinématographie-là, court-métrage, long-métrage, documentaire, etc., comment ils sont, est-ce que l'État participe activement au financement de ces films ?
Oui, l'État a recommencé à participer après 20 ans, entre 91 et 2010, en gros, de quasi-hibernation. L'État a recommencé à injecter des fonds assez importants en début des années 2010. Une agence du cinéma ukrainien a été créée justement en 2010 sur le modèle du CNC français. Et il y avait une volonté au plus haut niveau de l'État de relancer l'industrie cinématographique. Alors, il y a eu plusieurs changements de politique. Paradoxalement, cette agence a été créée sous la présidence de Yanukovych, donc l'ex-président pro-russe qui a fui au terme de la révolution de Maïdan en 2014. Mais c'est sous sa présidence que les investissements en direction du cinéma ont été relancés. Ensuite, entre 2014 et 2019, sous la présidence pro-européenne de Poroshenko, ces bases ont été consolidées. Et c'est vraiment pendant ces années-là que tout se... on peut dire que le cinéma d'auteur, notamment ukrainien, se met vraiment à décoller de manière significative. Et depuis 2019, donc depuis l'élection de Volodymyr Zelensky, il y a une inflexion de la politique publique de soutien au cinéma. On sait Zelensky est un homme de la télévision et le cinéma ukrainien, et le milieu du cinéma ukrainien a beaucoup critiqué une forme de redistribution de ces aides vers la télévision, notamment vers les séries, au détriment du cinéma d'auteur. Et la chef actuelle de l'agence du CNC ukrainien est très critiquée parce que elle ne protège pas suffisamment ces acquis-là, qui ont été chèrement défendus pendant presque 10 ans. Et une institution notamment comme le Centre Dovzhenko, qui sont les archives nationales ukrainiennes, sont menacées par l'agence du cinéma ukrainien de liquidation, tout simplement. Il y a un gros manque de transparence aussi, des pratiques qui posent question. Et même en temps de guerre, où on pourrait penser qu'il y a une forme d'union sacrée autour de Zelensky, la société civile est très critique de ce qui se passe en ce moment dans la culture, et notamment dans le cinéma. Donc, disons que malheureusement, tout n'est pas gravé dans le marbre et que tout ce qui a été fait pendant ces 10 ans pourrait rapidement être défait par une mauvaise politique. Mais actuellement, avec ce qui se passe depuis février 2022, à un moment dans le livre, sur le chapitre Le renouveau du 7e art ukrainien, vous questionnez beaucoup sur l'état des lieux, le financement, l'exploitation, la distribution, etc. Et par rapport à l'exploitation, en fait, ça continue encore de voir des films là-bas. Ouais. Et vous parlez même d'une salle de cinéma qui est au sous-sol. Je crois que Kino 42, c'est celle-là, je crois. C'est ça. Extraordinaire. Je dis extraordinaire. Vous comprenez pourquoi je dis ce mot-là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que malgré une industrie très particulière avant février et aujourd'hui de plus en plus compliquée, il y a toujours l'envie de voir des images, toujours envie de les fabriquer, de les voir, de les distribuer et voire même de les questionner parce que la cinéphilie est importante là-bas aussi. Absolument. Alors oui, les cinémas continuent à opérer en Ukraine, même en temps de guerre. Et alors, vous parlez du Kino 42, c'est le seul cinéma de la capitale de Kiev à pouvoir passer des films, puisqu'ils sont situés en sous-sol et qui ne sont pas tenus d'interrompre leur séance en cas d'alerte aérienne. Les autres cinémas, eux, doivent interrompre leur séance. Mais oui, il y a une énorme soif de cinéma en Ukraine, qui est une soif de cinéma d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, hein, c'est un pays extrêmement cinéphile, même si le nombre d'entrées en Ukraine peut paraître assez bas. Il y a une trentaine de millions d'entrées par an pour un pays de 45 millions d'habitants, ça peut sembler peu, mais ces chiffres avaient commencé à remonter. Actuellement, je sais pas ce qu'il en est, mais il y a en tout cas un vrai enthousiasme pour le cinéma. Dans les festivals, les salles sont toujours pleines, à craquer.
Et même dans les conditions les plus difficiles comme actuellement, cette soif de cinéma ne s'éteint pas. Depuis le début de l'invasion, pour revenir sur le soutien de l'État, il n'y a plus de financement de films du tout par le CNC ukrainien, puisque évidemment tout est dirigé vers la. On est dans une économie de guerre, donc le cinéma passe au second plan. Et certains films sont quand même produits de manière indépendante, beaucoup, notamment les documentaires. Il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés sur ce qui s'est passé depuis février 2022 et qui sont encore et qui continuent à se faire encore aujourd'hui. Je pense à un film comme 20 jours à Mariupol, 20 Days in Mariupol, qui est un documentaire extrêmement fort sur le siège de Mariupol, justement, par l'armée russe. D'autres films sont financés par des fonds privés, par la télévision, etc. Mais tout est un peu à l'arrêt. Les films qui sortent en salle, les films ukrainiens qui sortent en salle sont souvent des films qui ont été financés avant l'invasion de février 2022. Mais beaucoup d'Ukrainiens ont peur qu'on ait vécu une forme d'âge d'or pendant ces années-là et que ce soit un peu terminé. Bien sûr, en premier lieu, en raison de la guerre, et en second lieu, du fait de cette politique très contestée de la part du gouvernement de Zelensky sur la culture. Alors, on apprend aussi dans le livre, et je l'ai un peu évoqué, vous prenez vraiment le temps de nous expliquer un petit peu quels sont les genres les plus sollicités. Par exemple, il y a la comédie, on a parlé de Zelensky, il y a le cinéma de genre aussi. Puis à un moment, vous parlez du documentaire et vous dites, je vous cite, que c'est l'outil sismographique des secousses de l'Ukraine contemporaine. Ouais. Alors, il y a ça, pourquoi? Et puis surtout, je crois avoir une petite idée, parce qu'après, avant de terminer cette émission, je me permettrai une relation, enfin, une connexion avec un autre pays où, en lisant votre livre, j'avais l'impression de retrouver ça. Ouais. C'est très, très frappant. Donc, pourquoi? Et la deuxième question, c'est le court-métrage. Pourquoi vous avez pris vraiment le temps, pour le coup, de consacrer plusieurs pages à ça, au court-métrage? Donc, le court-métrage et puis surtout le rapport au documentaire. D'accord. Alors, le court-métrage, tout simplement parce que moi, je suis arrivé au moment où l'industrie commençait tout juste à repartir. Et évidemment, dans ces cas-là, les premiers films qui se font, ce n'est pas des longs métrages coûteux à produire, etc. On commence vraiment par le court-métrage. Et tous ces jeunes cinéastes de la nouvelle génération ont commencé par le court, que ce soit des cours d'école. Donc, la grande université de Kiev, c'est Karpenko-Kari, l'équivalent de la FEMIS pour l'Ukraine. Et beaucoup de films extrêmement intéressants, risqués, formellement stimulants, ont été faits dans le format court, dans le cadre comme ça de ces films de diplôme. Et ça me semblait très intéressant aussi de me montrer la façon dont le court-métrage agit comme un laboratoire de forme, un laboratoire de sujets, un laboratoire de récits, tout simplement, qui va ensuite se développer et sur lesquels on peut remarquer l'évolution d'une carrière d'auteurs comme par exemple Nariman Aliyev, dont j'ai parlé, qui avait fait une trilogie de courts-métrages extrêmement belle sur la Crimée, appelée la trilogie de Crimée. Donc ça me semblait extrêmement intéressant de montrer comment ça fonctionnait, de parler de ces films aussi, de ces films courts. Voilà, ça c'est pour le court-métrage. Et pour le documentaire en Ukraine, mais je ne sais pas de quel pays vous allez parler, mais je pense que c'est le cas d'énormément de pays qui ont vécu une révolution comme l'Ukraine en 2013. Je pense par exemple aux pays qui ont connu les mouvements du printemps arabe ou d'autres. Le documentaire a été en première ligne et à l'avant-garde de tout ce qui s'est passé par la suite. Il a toujours été en avance, en quelque sorte, sur son temps, puisque la fiction met toujours beaucoup plus de temps à digérer tous ces événements historiques. Donc oui, le documentaire est vraiment un genre, un format, même si c'est du cinéma, évidemment, mais
n'aime pas trop séparer le documentaire de la fiction, mais les documentaristes ont vraiment se sont vraiment saisis de tout ce qui se passait en Ukraine. Et je tiens à dire, pas seulement de la révolution de Maïdan, pas seulement de la guerre, mais de tout ce qui s'est passé à la fois sur la transition d'une économie, d'une économie socialiste vers une économie de marché, sur la question aussi de la mémoire, sur la question de l'engagement et de la société civile, de la façon dont elle se saisit de la chose politique. Toutes ces questions-là ont été explorées de manière très, très, très intéressante, je trouve, par le documentaire ukrainien. Donc oui, pour moi, le cours et le documentaire, j'ai commencé, c'est presque le point de départ de mon livre. C'est de là que tout part pour le cinéma ukrainien, vraiment. Alors, une dernière question, mais avant cela, je rappelle, Ciné Ukraine, histoire d'indépendance, édité chez Warm Édition. Bien évidemment, on a dû dire 0,01% de ce qu'il y avait dans le livre, donc il faut être curieux, il faut aller cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Donc, je termine sur une question. Parmi les 13 films choisis entre 2014 et 2023, j'aimerais savoir un peu, oui, bon, pas grosso modo, mais ces films-là disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent de cette société ukrainienne? Oula, ça c'est une question. Alors pourquoi vous les avez? Parce que vous les avez choisis, ils disent quelque chose de particulier qui vous, qui vous sensibilise? Alors, sur les 13 films en particulier, vous voulez dire? Oui, sur les 13 films, exactement. Sur tous les films. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'ils disent de l'Ukraine? Ils disent plein de choses, en fait. Ils disent... C'était une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'était à la fois pour montrer que ce cinéma-là, alors le cinéma d'auteur bien sûr, mais pas seulement, raconte une Ukraine qu'on ne connaît sans doute pas vraiment en France. On a l'image d'un pays post-soviétique, assez gris. On associe souvent des clichés à l'Ukraine, mais ça vaut aussi pour tous les pays de l'ex-URSS. Une urbanisation assez glauque, Tchernobyl, tout ça fait partie d'un registre d'images qu'on peut associer à l'Ukraine. Et ces films-là montrent que c'est pas du tout ça, que l'Ukraine est une société extrêmement diverse, extrêmement... Il y a des films qui sont très urbains, mais qui montrent des villes qu'on ne connaît pas. Alors, il y a beaucoup de films ne sont pas tournés à Kiev, c'est un cinéma assez décentralisé. Je parle d'Odessa notamment dans un des chapitres du livre, qui est une ville évidemment mythique pour tout cinéphile, Cuirassé Potemkin l'ayant inscrit dans la mémoire de tout le monde. Et voilà, il y a aussi un cinéma qui se fait dans cette ville-là. L'Ukraine étant une société qui reste plus rurale que beaucoup de pays européens, la question de la terre est évidemment aussi très importante. Et je montre notamment dans certains documentaires comment les gens vivent sur la terre ukrainienne aujourd'hui, comment les gens vivent à la campagne. Donc c'est vraiment une société... enfin, le cinéma ukrainien, je pense, montre... toute la diversité de l'Ukraine, à la fois sur le plan social, économique, culturel, linguistique aussi, puisque on y parle, c'est une société largement bilingue, ukrainien et russe, mais il y a aussi d'autres cultures, d'autres minorités, comme la minorité tatare de Crimée, dont j'ai déjà parlé. Il y a les Houtsoul, qui sont cette communauté paysanne de l'ouest de l'Ukraine. Voilà, c'est tout simplement une manière de raconter l'Ukraine. Peut-être le cinéma est une fenêtre qui permet de voir un petit peu cette complexité, cette diversité-là, et aussi de montrer qu'il n'y a pas que la guerre et pas que la révolution. Maïdan, le Donbass, la Crimée, enfin l'annexion de la Crimée et la guerre actuelle, évidemment, vont façonner très largement la façon dont, façonner le visage de la cinématographie d'aujourd'hui. Mais il y a aussi du cinéma de genre
j'en parle notamment. Il y a aussi de la comédie, un genre qu'on n'associe pas spontanément à l'Ukraine comme ça, mais il y a des comédies extrêmement réussies qui ont été faites. Donc voilà, c'est un petit peu pour montrer ce qui se passe dans ce pays. Et le cinéma est une bonne manière d'en parler, je pense. Moi, j'ai vécu 4 années en Algérie et j'ai vu monter début 2000, entre 2005 et 2011-12, j'ai vu monter comme ça une nouvelle génération qui venait du court-métrage. Et maintenant, ils sont là. Ça fait pas une industrie, certes, mais j'ai reconnu énormément de ça en lisant votre livre, cette manière d'être témoin de quelque chose et de dire attention, il se passe quelque chose en Ukraine, écoutez-moi, il se passe quelque chose. Puis à un moment, quand on n'écoute pas, il faut écrire un livre et voilà. Et vous avez eu bien. Donc c'est pour dire l'importance aussi. C'est pas, il y a pas, le cinéma effectivement est là pour comme trace, mais heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui nous disent oui, il y a ça, et d'ailleurs on va lister comme ça si vous avez pris du retard, eux en tout cas ils sont toujours en avance. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup Antelme Vidot. Je rappelle encore une fois de plus, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée de ce livre-là. Donc c'est un peu flou, pardon. Ciné Ukraine, histoire entre parenthèses d'indépendance, édité chez Warm. Et Antelme Vidot, l'auteur du livre, était là pour nous en parler. Merci beaucoup à vous, c'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup Samir. Merci à vous pour cette invitation. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and